L'épisode 7 de The Last of Us nous emporte dans le passé d'Ellie alors qu'elle est confrontée à une terrible décision. Je vous rappelle que cette vidéo sera full spoiler et qu'il faut donc avoir vu l'épisode avant de la regarder. Avant d'aller plus loin, merci à Warner qui est sponsor de cette vidéo pour vous parler de Black Adam. Le film est disponible dès maintenant aussi bien en VOD qu'en DVD, Blu-ray et Steelbook 4K. Vous trouverez un lien vers les différentes plateformes en description de vidéo et en commentaire épinglé. Black Adam est un film de Jaume Collet-Serra qui retranscrit parfaitement la puissance de l'anti-héros de DC, servi par la présence hors norme de Dwayne Johnson. L'histoire va rechercher les origines antiques et tragiques du personnage pour le plonger rapidement dans une situation aussi mouvementée que délicate, alors qu'il doit comprendre les règles du monde actuel sans forcément avoir envie de les respecter. J'ai particulièrement apprécié les seconds rôles qui apportent une véritable dimension supplémentaire au film. Je pense notamment à Hawkman, auquel l'interprète Aldis Hodge prête intensité et présence physique, et au Dr Fate, dont la sagesse et les pouvoirs mystérieux sont parfaitement exprimés par Pierce Brosnan. On a énormément d'action, beaucoup de charisme à l'écran, des effets visuels impressionnants et une histoire qui va mettre en avant, pour une fois, un pays du Moyen-Orient dont la population a soif d'indépendance, ce qui passe notamment par le personnage d'Adriana, une archéologue jouée par Sarah Shahi. Si vous cherchez un rythme effréné, des combats totalement spectaculaires sur fond d'ambiance surnaturelle et mystique, le film devrait vous plaire. La continuité entre la fin d'épisode 6 et le début du 7 passe par la neige et l'absence de cold open. On se situe dans les conséquences immédiates de la blessure et de la perte de conscience de Joel. Pour tenter de sauver Ellie, Joel la repousse avec les forces qui lui restent et objectivement, Ellie peut se dire qu'il a raison, elle ne pourra sans doute pas le sauver et elle ferait mieux de rejoindre Tommy à Jackson. Dans Une larme de Pedro Pascal, on peut lire beaucoup et ici les raisons ne manquent pas malheureusement pour que Joel pleure, même si personnellement j'ai tendance à penser qu'on peut y voir ce que lui a coûté de repousser Ellie aussi violemment pour tenter d'une certaine façon de la sauver. Alors qu'Ellie se détourne et qu'elle hésite apparemment sur la conduite à tenir, sa réflexion la ramène quelques mois sans doute en arrière. Cet épisode est donc l'adaptation du DLC Left Behind dont il conserve le titre, laissé en arrière, abandonné. Est-ce que c'est justement ce qu'Ellie fera avec Joel pour sa propre survie? C'est la musique d'un morceau de Pearl Jam qui accompagne cette plongée d'Ellie dans ses souvenirs, une plongée d'un instant pour elle et d'une petite heure pour nous spectateurs. Utiliser Pearl Jam est une marque de Neil Druckmann qui avait placé Future Days dans le jeu vidéo, mais puisque dans la série l'infection a commencé en 2003 plutôt qu'en 2013, il a choisi un titre plus ancien, All or Nothing, tout ou rien, sur une situation sans espoir, et pour faire écho aussi à l'attitude générale d'Ellie, qui est plutôt du genre tout ou rien. Pour rester sur la question des morceaux de musique de l'épisode, on retrouvera aussi Take On Me de A.A., qui est une référence importante à The Last of Us numéro 2. Par ailleurs, le manège du centre commercial tourne sur une version de Just Like Heaven de The Cure, qui évoque la puissance d'un baiser, notamment d'après Robert Smith lui-même, qui est bien placé pour le savoir. Quoi de mieux pour souligner qu'Ellie est isolée du reste du groupe de son école de la Fedra que de la montrer en train de courir sans grand enthousiasme et avec un Walkman sur les oreilles. De toute évidence, Bethany appuie sur le mauvais bouton en évoquant cette amie absente qui se battait à la place d'Ellie. On apprendra que Bethany a fini avec des points de suture, un clin d'œil direct à la fin de l'épisode, bien sûr. Comme souligné par Craig Mazin dans le podcast officiel consacré à l'épisode, il était important pour eux de ne pas donner une image simpliste des méchants de Fedra et des gentils lucioles. Et de fait, le capitaine Kong se soucie du futur d'Ellie et parvient à trouver les mots justes pour la pousser et à corriger son attitude. La façon dont Ellie a tourné la photo de famille vers elle vient à la fois souligner qu'elle n'a jamais eu de famille et qu'elle ne craint absolument pas l'autorité. La chambre d'Ellie est le lieu parfait pour mettre en valeur les sujets qui la font rêver. On a des dinosaures, des planètes, des fusées, c'est bande dessinée bien sûr, un poster de Mortal Kombat 2 et un autre du film L'aventure intérieure. Alors bien sûr, les planètes et les fusées, ça nous renvoie directement à son aveu à Joel qu'elle rêverait d'être astronaute. Et puis dinosaure, on l'entend aussi quand elle l'imagine comme un des plus fabuleux cadeaux qu'on pourrait lui faire.
Dans les pages du comics, on repère clairement la notion du duo entre un homme et une femme plus jeune, ce qui renvoie directement à la projection qu'Ellie fera sur Joel. Riley arrive par la fenêtre, le tout dans une ambiance rouge-orangé qu'on n'avait jamais eu aussi nettement dans la série, une couleur qu'on retrouvera de manière un peu atténuée mais présente dans la scène du manège, puis celle du baiser. Dans le rôle de Riley, on a Storm Reid, que je connais notamment à mon côté pour l'excellente série Euphoria, où elle incarne la sœur du personnage joué par Zendaya. Que ce soit elle ou Bella Ramsey, on a des interprètes extrêmement justes, encore une fois, dans cet épisode. Et pour Storm Reid, c'est vraiment une performance. En un seul épisode, elle va nous marquer autant qu'elle a su marquer Ellie. Parce que oui, Ellie est amoureuse de Riley, c'est évident, mais elle ressent aussi pour elle une forme d'admiration, l'envie de lui ressembler, ce dont on retrouvera l'écho dans sa relation avec Joel. À un moment, Riley demande à Ellie si elle veut rejouer le coup du 7-Eleven, ce qui correspond à une chaîne de commerce de proximité qui n'existe pas en France. Et c'est sans doute dans ce magasin qu'Ellie aurait eu l'accident qui explique sa cicatrice sur l'arcade, avec cette idée importante pour les showrunners que la violence laisse des marques. Lorsque les filles trouvent le cadavre, elles semblent blasées et encore une fois fascinées, notamment Ellie, comme animée d'une attraction morbide. Si elle rit de la chute du corps, c'est peut-être parce qu'elle n'a jamais perdu de proches, contrairement à Riley, qui a connu ses parents. L'expérience de l'alcool, c'est bien sûr un cliché de la transgression adolescente, mais en l'occurrence, les filles boivent aussi pour se donner le courage d'avouer leurs sentiments à l'autre. L'émerveillement pour un centre commercial fonctionne puisque c'est un lieu issu d'un monde perdu, fantasmé, d'une vie perçue comme facile, d'une ère de loisirs, de superficialité qui a été balayée par l'infection. Il faut souligner le magnifique travail des décorateurs tout en sachant que le fameux plan des lumières qui s'allument et révèle la galerie tout en profondeur est composé d'effets numériques. Tout l'aspect enfantin d'Ellie s'exprime avec l'escalator et on sent sa gêne dans le contact proche avec Riley. On y reviendra avec la scène du photomaton. Le passage de la vitrine Victoria's Secret souligne l'inconfort des deux filles avec leur sexualité, leur attirance réciproque mais inconnue, et pour Ellie du moins, les doutes qu'elle nourrit sur sa propre apparence et la façon dont Riley peut bien la percevoir. Le manège vient apporter une touche de féerie et le jeu de regard sur les chevaux est encore une fois magnifié par les deux interprètes. La réalité revient en force lorsque le manège va tomber en panne et Kelly se souvient d'avoir quand même été abandonnée pendant 3 semaines, ce qu'elle-même n'aurait jamais fait à Riley, de toute évidence. Elle se sent alors left behind, comme dans le titre. Ce qui change un peu sa perception de la situation, c'est de comprendre que Riley n'a aucun avenir radieux au sein de la Fedra, contrairement à elle. Et on peut se dire qu'Ellie est à un âge où on continue aussi d'apprendre à se mettre à la place des autres et à ne pas se concentrer que sur soi-même. Le photomaton est un moment important du DLC qui avait demandé beaucoup de moyens, d'efforts aux gens du studio Naughty Dog, et les showrunners le voulaient absolument dans l'épisode. C'est un début de tournant dans la compréhension de leur attraction réciproque, même s'il n'y a pas encore de certitude. En effet, comme dans l'escalator, Ellie va repousser le contact physique prolongé, sans doute par peur d'être percée à jour sur ce qu'elle ressent et d'être ensuite rejetée pour de bon, puisqu'à la question de l'attirance s'ajoute celle pas évidente de l'homosexualité. La série peut se permettre d'avoir une véritable borne de Mortal Kombat 2, ce qui aurait été très délicat dans le jeu. C'est le témoignage encore de la fascination d'Ellie pour les médias violents, sans pour autant dire qu'elle est une psychopathe en puissance, cela n'a rien à voir. Mais il se trouve que, par ailleurs, Ellie semble avoir cette violence en elle qui explosera notamment en découvrant les morsures. Alors que tout semble aller pour le mieux, la réalité s'invite une deuxième fois à la rêverie organisée par Riley, quand Ellie découvre les bombes artisanales qui vont forcément viser les agents de Fedra. Deuxième bombe, si j'ose dire, la révélation du départ pour Atlanta, et donc d'un adieu. Tout l'épisode est structuré sur ces allers et retours entre le bonheur insouciant et la réalité qui s'invite à la fête pour tout pourrir. Malgré tout, Ellie rebrousse chemin, sans doute dans l'espoir d'un adieu un peu moins pourri et conflictuel. Elle ne peut pas s'en empêcher, elle est tout simplement amoureuse. Lorsque les cris d'appel à l'aide surgissent dans la galerie, nous, spectateurs, nous sommes aussi convaincus qu'Ellie que le pire est survenu, car nous avons connaissance de la présence de l'infecté. Dans le magasin d'Halloween qui se joue justement de l'horreur et de la peur, le moment de magie le plus intense va survenir sur la musique
I Got You Babe. Le choix du loup pour le masque d'Ellie vient peut-être souligner son ambivalence entre apparence de petit chaperon rouge et férocité de grand méchant loup qui se cache à l'intérieur. C'est le fait de porter ce masque qui permet sans doute à Ellie d'oser réunir le courage de demander à Riley de rester, mais elle le fait pourtant le visage découvert, vulnérable. Et les deux filles n'auront malheureusement que quelques secondes de bonheur absolu dans la prise de conscience de la réciprocité suite à ce baiser qui a surgi du soulagement qu'a ressenti Ellie en entendant que Riley acceptait de ne pas partir. Comme le dit Craig Mazin, le co-showrunner, les personnages ont enfin ce qu'elles veulent, elles s'amusent, elles tombent amoureuses, elles s'embrassent et le monde infecté vient directement les punir. Dans l'affrontement, la capacité d'Ellie à combattre, à survivre, s'exprime encore une fois, et la colère puis la rage sont ses réponses face à la stupidité de ce monde. Riley, un peu plus habitué à la mort au travers de celle de sa famille sans doute, vient apporter une leçon qui est précisément celle vers laquelle l'esprit d'Ellie a foncé au moment de savoir si elle devait abandonner Joel ou pas. Tout le monde meurt et ce n'est pas une raison pour ne pas se donner à fond et s'aimer tant qu'on peut. Si Riley n'avait pas eu cette approche, Ellie n'aurait jamais su qu'elle était immunisée. Elle s'entête donc à rendre possible l'impossible et à sauver Joel coûte que coûte. Dans l'ensemble, je ne peux que dire encore une fois combien j'ai trouvé l'épisode juste dans son expression de la condition humaine et notamment adolescente ici. Je me demande s'il n'aurait pas été préférable d'aller jusqu'au bout de savoir comment les derniers instants ont été vécus entre Ellie et Riley, mais je suppose qu'on le verra une prochaine fois. Et puis à mieux y réfléchir, il fallait terminer l'épisode ainsi pour que le parallèle avec le présent d'Ellie soit parfait et pour refocaliser l'attention sur l'éventuelle survie de Joel plutôt que sur la mort inévitable de Riley. Je vous rappelle que le film Black Adam est disponible en VOD, DVD, Blu-ray et Steelbook 4K pour retrouver toute la puissance d'un des personnages au plus grand pouvoir de l'univers de DC Comics. Rendez-vous en description de la vidéo et en commentaire épinglé pour retrouver tout ça. Merci d'avance pour vos commentaires et abonnements. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut!